jusqu'à l'époque de Secret, la tête de la saison là, c'était quand même moi. Ah, c'était toi. Tout tournait autour de moi. Donc, Ah bah c'est vrai que t'avais un mon secret. fameux secret. Et c'était, comme il y avait le trio, forcément, ça parlait beaucoup de moi. Et c'est vrai que... Ouais. Ah mais la fameuse séquence, heureusement, il y a une vitre. Elle est magistrale, ça. D'ailleurs, elle est connue comme l'un des plus gros clashs de télé-réalité. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était en direct. C'était en direct. Et il y a le CSA qui a appelé couper tout de suite la scène. Nadège, pourtant je l'aimais bien Nadège quand elle est arrivée. Mais elle a dit une fois une phrase qui m'a pas plu du tout. Mais pas plu du tout. Elle a dit, moi à la sortie je me mélangerai pas au peuple. Je dis, mais tu t'es pris pour qui toi? T'es qui toi? Parce que t'as 2 caméras devant toi, tu crois que tu fais pas partie du peuple? Et moi j'en ai fait, mais en fait j'ai été victime d'une erreur judiciaire. J'ai fait 4 mois de prison et à ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à prendre des cachets parce que j'étais pas bien. Bref, j'ai pris la totale. En fait, je voulais m'anesthésier le cerveau. Voilà. J'ai dit anesthésie de l'âme, mais je voulais m'anesthésier. Tu mélangeais ça avec des substances illicites, avec de la... Ah oui, bien sûr. Tu prenais quoi? Merci. Bonjour Kevin. Salut Sam. Kevin, tu as participé à la 6e édition de Secret Story. Ouais, il y a longtemps. Rappelez-vous, c'était en 2012, c'était sur TF1. Tu partageais l'affiche avec des grosses têtes d'affiche qui sont devenues des grosses têtes d'affiche de télé-réalité. Je pense à Capucine Anave, qui a quitté les bancs de la télé-réalité mais qui est devenue influenceuse, maman également. Thomas Vergara, qui par la suite se sera mis en couple et se sera marié avec Nabila et aura eu des beaux enfants. Ou encore Nadège Lacroix qui est devenue maman. D'accord. D'ailleurs. Alors jusqu'à l'époque de Secret, la tête de la saison là, c'était quand même moi. Ah, c'était toi. Tout tournait autour de moi. Donc, ah bah c'est vrai que t'avais un mon secret. fameux secret. Et c'était, comme il y avait le trio, forcément, ça parlait beaucoup de moi. Et c'est vrai que... Ouais. T'avais un secret qui était quand même assez particulier. Assez atypique, je le rappelle, si vrai, vous avez surtout. oublié, c'était « Je vis avec ma femme et mon ex dans la même maison. » Dans la même maison. Et je rappelle que c'était l'époque où c'était encore des vrais secrets. Pas les trucs montés comme maintenant. Ah ouais, tu penses qu'en saison 6, tout le monde avait des vrais secrets, il n'y avait pas des, secrets mécaniques? Mais je faisais partie des vrais secrets. Et puis tu es devenu, entre-temps, alors 10 ans après, tu as complètement changé, tu es devenu un auteur, un écrivain, un conférencier, et tu as sorti cet ouvrage, Renaissance, faire renaître l'essence, les sens et le sens de la vie. Voilà. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Ben justement, tu es là pour ça, on va pouvoir tout passer en revue, en interview, en toute intimité. Mais alors juste... réponds s'il te plaît à cette question parce que j'ai eu ouï dire que tu avais travaillé ou que Dylan Thierry, oui, aurait travaillé avec toi. Alors, c'est simple. En fait, à l'époque, pourquoi j'ai arrêté la télé? Parce que moi, en fait, j'avais des business, j'avais des restaurants, j'avais des magasins. J'avais 2 magasins en France et un magasin à Luxembourg. Et à Luxembourg, il me fallait un employé. Pourquoi? Parce que j'avais plus le temps de m'occuper, de partir chercher du courrier ou d'aller mettre le plein dans ma voiture ou tout ça. Et il me fallait un employé qui s'occupe à peu près de tout ça. Plus quelqu'un qui soit prêt à vendre ou prêt à aller dans un de mes restaurants. Donc un employé polyvalent. Un employé polyvalent. Un homme à tout faire. Un homme à tout faire. Et on m'a conseillé Dylan que j'ai vu en entretien et que j'ai énormément apprécié. Bon, je lui avais fait un petit entretien sympa avec lui, c'était assez amusant. Il avait mal répondu, mais je l'aimais bien, il avait des bonnes énergies. Et donc je l'ai pris. Alors, Dylan, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses sur lui. Moi, la seule chose que je peux dire sur lui, c'est un des plus gros travailleurs que j'ai eu. Pour te donner un exemple, c'est le jour de l'an. Il était à 1h du matin avec moi en train de faire l'inventaire, en train de manger un kebab avec moi. Et il était content. Il n'a jamais rechigné. Jamais. Il avait quel âge? C'était un gros travailleur. Oh, je ne sais plus, à l'époque, c'était il y a 11-12 ans. 11-12 ans. Et je sais que c'est quelqu'un qui... Je sais un peu ce qui se dit sur lui, mais c'est vraiment... Moi, ce que je retiens de lui, c'était un gros travailleur. Il donnait beaucoup. Il était toujours souriant. Et non, franchement, moi, j'ai toujours de bons contacts avec lui. J'ai super bons contacts. Et ça, c'était après Secret Story, donc que Dylan était ton employé. Bien sûr. Ouais, les boutiques, les magasins, les boutiques, tout ça, c'était après. Et pendant combien de temps il a travaillé pour toi? Il a travaillé pour moi pendant 2 ans, je crois, parce qu'après, il a fait Koh-Lanta. Et il a fait Koh-Lanta, puis une fois qu'il a fait Koh-Lanta, après, ça t'a surpris? Il a arrêté, Ça t'a surpris de le voir dans non, Koh-Lanta? parce que moi, sortant de Secret, j'avais tous les comment ils s'appellent, ceux qui cherchent les personnes, les casteurs. Les casteurs, voilà. Et puis j'ai dit, écoute, moi j'en ai un qui est pas trop mal,
Et je sais pas si ça vient de là. Et j'ai dit, Dylan, j'ai un contact à qui cherche pour koh, vas-y. Et je sais pas si ça vient de là. Hein. Ça se trouve, ça vient de là, je sais pas. Je peux pas confirmer. Et après, il est parti à koh. Et tes boutiques, c'était des boutiques de quoi? Alors, je vendais des prêt-à-porter, mais assez haut de gamme. Balmain, Givenchy, Yves Saint Laurent. Ah oui, c'était un Disquare. multimarque. Ouais, c'était un multimarque. Ça s'appelait Angle Droit. Je vendais, ouais, voilà, Givenchy, Yves Saint Laurent, Disquare, Balmain. Et pourquoi tu t'es lancé en 2012 dans l'aventure Secret Story? Comment t'es arrivé à participer à une émission comme Secret Story? Simplement, en fait, c'est eux qui sont venus me chercher pour un autre secret. Pour lequel? Alors, ils sont venus, en fait, ils cherchent quelqu'un qui a fait de la prison et qui en est sorti. Ils cherchaient quelqu'un qui a fait de la prison Qui a fait de la prison, qui en est sorti. Et moi, j'en ai fait, mais en fait, j'ai été victime d'une erreur judiciaire. J'ai fait 4 mois de prison. Et je le dis parce que c'est sur les réseaux. Il suffit d'aller sur les réseaux et on le voit. Et en fait, on le voit qu'effectivement, j'ai été victime d'une erreur judiciaire à l'époque-là. Ben oui, c'est le média Closer qui révélait à l'époque que tu aurais volé donc des chéquiers dans la banque où tu travaillais. C'est ça. Tu as eu un parcours en banque. Voilà, c'est ça. À la base, je suis un trader. Ouais. À la base, je suis un trader. Et que tu aurais donc dérobé plus d'1 million d'euros au profit d'une société offshore. Alors, c'est 7 millions. 7 millions d'euros. 7 millions. Ah oui. Voilà. Et en fait, c'est pas des échiquiers, pas du tout. Il y a eu un gros virement qui a été passé, qui est passé par Liechtenstein, je crois, Luxembourg, île Caïmans, tout ça. Et apparemment, ça s'est arrêté à Israël, je crois, de mémoire. Et ils ont cru que c'était moi. Et j'ai dit, merde, j'ai rien à voir là-dedans. Mais pourquoi ils ont cru que c'était toi? Parce que à l'époque, de là où c'est sorti, ils pensaient que les employés, ils pensaient que c'était moi le seul capable intellectuellement à faire un truc comme ça. Mais parce que tu étais trader pour une banque. C'est ça. Ça consiste en quoi? Moi, il faut m'expliquer, j'y connais rien. En fait, moi, j'étais en money market, donc je tradais sur les marchés avec les monnaies. Voilà, tout simplement. Mais ça veut dire quoi, avec des mots français? En fait, j'achetais, je revendais de la monnaie, et la monnaie fluctue. À l'époque, il n'y avait pas l'euro, la monnaie fluctue. Donc moi, j'achetais bas et je revendais haut. Et en fait, la money market, c'est sur des gros volumes. Donc c'était des sommes en millions? Ah oui, bien sûr. Mais comment on a la conscience de l'argent quand on gère des sommes en millions qu'on n'a pas forcément sur son compte en banque? Après, ce qui fait la différence, c'est que quand on passe un trade, au lieu de passer un trade à 1000 euros comme quelqu'un peut faire, nous, on passe un trade à 1 million. Il n'y a rien de plus... Après, la technique, elle est exactement pareille. Et c'est vrai que tu as été placé en détention provisoire? C'est ça, en fait. Comme c'était de la préventive, il n'y avait pas de condamnation. Ils soupçonnaient de ça. Donc, ils m'ont incarcéré comme en préventive. Et puis la préventive, elle est tombée parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait strictement rien contre moi. Pendant combien de temps tu as été incarcéré, Kevin? 4 mois. Faut les passer quand même. De juin à septembre. Faut les passer. Hein. Il faut les passer. Et surtout qu'on n'a rien fait, c'est dur. Comment tu as vécu ces 4 mois en prison? Alors sincèrement, pour moi, c'était pas dur. Moi, j'arrivais là-bas, je m'adapte, c'est pas un problème. Par contre, voir sa mère pleurer, c'est sa famille qui est dure. Ça, c'est dur. C'est voir les autres souffrir. Parce qu'eux, par contre, ils se posent la question, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, mais ne me fais pas croire que même que pour toi, quand même, c'était pas si compliqué que ça. Quand même, du jour au lendemain, ta vie s'arrête. Oui, la vie s'arrête. Surtout qu'en plus, j'ai dû arrêter la banque à cause de ça, quoi. Parce qu'après, ça tourne. Mais bon, voilà. Et comment tu l'as vécu, justement, que le média Closer révèle ce passé je crois que dans Closer, il précise que j'ai été innocenté, j'ai même été indemnisé par l'État. Hein. Oui, enfin, il révèle que tu demandais des dommages d'intérêt à l'État. Oui, j'ai été indemnisé par l'État. De toute façon, mon casier judiciaire est vierge. Il n'y a pas de stress sur ça. Comment ça se passe quand on est victime d'une erreur judiciaire, comme tu l'as été, en fait, pour arriver jusqu'à l'indemnisation par l'État? En fait, c'est l'avocat. L'avocat demande, il y a le jugement. Et ensuite, l'avocat dit, maintenant, on demande les indemnisations. Et en fait, l'indemnisation, c'est le nombre de temps que tu es resté en détention. Et ensuite, c'est simplement une indemnisation par rapport à ce que tu as perdu. Et toi, tu avais reçu combien en indemnité? De mémoire, je crois, j'ai reçu 17 000 euros, je crois. C'est suffisant, 17 000 euros par rapport à ce que tu as fait? Non, ça brise une vie. J'ai fait toutes mes études dans la finance. Et du jour au lendemain, j'ai dû arrêter. Parce que d'ailleurs, même si tu es indemnisé, est-ce que tu peux retravailler en banque ou tu deviens un peu persona non grata? Alors, non, je pouvais, mais moi j'ai décidé de passer à autre chose. Pour quelle raison? Alors, quand je dis à autre chose, en fait, j'ai fait de la gestion de patrimoine. Voilà. Parce qu'en fait, ma spécialité, c'est aussi la défiscalisation. Ok.
Et c'est comme ça, donc, que tu es approché par Secret Story. Et c'est comme ça que j'étais approché par Secret en disant, écoutez, votre profil... Et là, j'ai dit, non, ça m'intéresse pas, je suis chef d'entreprise, j'ai déjà des entreprises, ça m'intéresse pas qu'il y ait un truc comme ça qui sorte sur moi. Mais comment ils avaient su que tu avais fait de la prison, que tu avais été victime d'une erreur judiciaire? Je sais pas. Je sais pas. T'en avais parlé sur les réseaux? Non. Il y avait quoi? Il y avait que Facebook à l'époque? Il n'y avait que Facebook à l'époque. T'en parlais pas sur les réseaux? Non, non, bah non. Bah alors, Après, quitte ça... à Poucave. Non, mais c'est pas ça. Après, ça savait. Après, ça savait que que j'ai fait la prison. Pourquoi? Il y avait eu des articles. Il y avait des articles, j'ai fait une une de page. La tête de réseau, 7 millions d'euros, ça a fait la une de page. Le banquier, on me surnommait le banquier. Donc toi, tu leur dis non? Ouais, moi, je leur dis non, et ils me disent, mais alors ils ont essayé d'insister, ils me disent, parle-nous de ta vie. Puis et moi, je parle normal, quoi. Je suis là, je vis avec ma femme, puis il y a mon ex qui vit au-dessus, machin. Puis je dis, pardon? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je suis ouais, je vis avec ma femme, j'ai un enfant avec ma femme, et puis je vis avec mon ex qui habite au-dessus, avec qui j'ai un enfant. Il me dit, tu nous balades là? Je dis, bah non. Et pour moi, c'était normal. Oui, parce que je le rappelle, ton secret, c'était en 2012, en saison 6, je vis avec ma femme et mon ex dans la même maison. La seule chose potentiellement qui est fausse, c'est que c'était pas dans la même maison. Ah non, si, on vivait dans la même maison. Je vivais au rez-de-chaussée avec Virginie et Caroline vivait au-dessus dans le truc. Le seul truc, il faisait croire qu'il y avait un peu qu'ils étaient un peu en guerre, Caro et Virge, alors que c'est les meilleurs amis du monde. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc un peu qui est... Laquelle vivait au rez-de-chaussée et laquelle vivait à l'étage au-dessus? Ma femme, c'est Virginie. Ta femme, à ce moment-là, c'était Virginie. C'est Virginie. Donc vous étiez au rez-de-chaussée. Voilà. Et vous aviez un enfant aussi ensemble. Et on avait un enfant ensemble. Et tu avais aussi un enfant avec ton ex qui vivait au-dessus. Exactement. Mais qui t'a proposé cette magouille d'habitation? Alors, à la base, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai pris la maison, que j'ai habité avec Virginie, moi, je voulais louer à une personne étrangère. Je voulais simplement louer. Et puis, on m'a dit, mais non, c'est Caroline qui vient vivre au-dessus. Je vais comment ça, c'est Caroline? Non, non. Et puis, puis finalement, l'un dans l'autre, j'ai fini par accepter ce système. Mais t'avais peur de ce système? C'est pas conventionnel, on est d'accord. Ah bah oui, on est d'accord. C'est pas conventionnel, mais on s'entendait bien. Tout le monde s'entendait bien. Tout le monde s'entendait bien. C'est-à-dire, ton ex connaissait ta titulaire? Ah oui, bien sûr. Elle s'entendait bien? Ah, ils s'entendaient super bien, ils sont amis. Il n'y avait pas de jalousie? Non, pas de jalousie. Et les enfants? Tout était clair, il n'y a pas de délire. Et les enfants? Les enfants, ils savent même pas ce que ça veut dire le mot demi-sœur. Oui, c'est des frères et des sœurs tout simplement. Point. Ok. Et il n'y avait pas de choses un peu bizarres, touchy, il n'y avait pas d'ambiguïté? Non, aucune. Il n'y avait plus rien? Non, non, non. Donc il n'y avait pas de jalousie? Non, il n'y a aucune jalousie. Non, puis moi, je suis quelqu'un de transparent, totalement transparent. Je mens pas pour la simple et bonne raison, c'est que je préfère affronter et argumenter pour justifier une éventuelle connerie que j'ai pu faire. Mais je pars du principe, évite de faire des conneries, tu n'auras pas besoin de mentir. Alors, à quel moment tu leur pitches ton rendez-vous avec la prod de Secret Story? À Virginie et Caroline. À quel moment tu les embarques? C'est très simple. C'est très simple. Je leur dis, écoutez, ils viennent de m'appeler. J'ai Secret Story qui viennent de m'appeler, qui me voulaient par rapport au fait que j'ai fait de la prison. Elle me dit, mais comment ça? Et je dis, bah bien sûr, j'ai dit non. Elle me dit, par contre, ils m'ont demandé, ils ont essayé de passer par la porte de derrière. Je leur ai expliqué ça. Elle me dit, et apparemment, ils seraient intéressés par nous voir. Ah ouais, pourquoi pas? Donc, ils ont fait venir une équipe de prod chez nous pour voir si c'était vrai. Et quand ils ont vu que c'était vrai, et qu'en plus, on paraissait bien, ils se sont dit, on travaillait, chacun travaillait, puis on est éduqués, on avait... voilà. Mais tu regardais, toi, cette émission, non, Secret Story? Non. T'avais jamais regardé? Non. Et est-ce que tu t'es mis à regarder? Et j'ai pas regardé après. Hein. Et t'as pas regardé non plus non, après? la télé-réalité, je regarde pas. Mais tu savais quand même dans quoi tu t'es embarqué? Oui, tu connaissais après, le principe de en fait, l'émission? moi, j'ai plus associé ça à Big Brother. Oui, Big Brother. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui aime la nouveauté, et j'aime les expériences, et j'aime savoir de quoi je parle. Donc, et j'aime les nouvelles expériences, tout simplement. Et pourtant, moi, je me souviens de séquences. Quand même, tu dis qu'elles s'entendaient bien, Virginie et Caroline, mais je me souviens de séquences dans cette saison 6 de Secret Story où il y avait quand même des dramas. Ah, mais la fameuse séquence, heureusement, il y a une vitre. Elle est magistrale, ça. D'ailleurs, elle est connue comme l'un des plus gros clashs de télé-réalité. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était en direct. C'était en direct. Et il y a le CSA qui a appelé couper tout de suite la scène. Mais alors, quels sont les dessous de cette séquence? Je sais pas. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Parle-moi de cette séquence. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu à l'époque, comment tu la racontes? Le seul truc que je peux dire, c'est que donc moi je suis sorti du jeu et moi j'étais pas retourné avec Caroline. Hein. Et ils me disent ouais, ça serait bien que tu attendes devant et que tu tiennes la main à Caroline.
Je dis, pourquoi vous voulez que je fasse ça? Pourquoi je tiendrais la main de Caroline? Je ne vais pas tenir la main de Caroline. Ouais, mais si, c'est juste pour un plan séquence, t'inquiète. Et ça n'a pas loupé. En fait, ils ont fait un zoom sur la main. C'est ce qu'ils ont montré à Virginie. À Virginie, ils disent, ouais, il y a Caroline et Kevin qui veulent te dire quelque chose, et avec main dans la main. Donc c'était pour faire monter un peu la pression. Mais c'est de la manipulation pure et dure. Et ils étaient étonnés. Bah non, je suis pas étonné. T'es étonné? Mais Ah c'est non. quand même même chose. Tu peux péter un couple en faisant ça. Ah bah c'est... Ouais, bien sûr. Donc elle a une vraie réaction, Virginie. Ah, avec Virginie, elle a eu une vraie réaction, ouais. Et ce qui est compréhensible d'ailleurs. Oui, ce qui est compréhensible, mais elle n'a pas dû comprendre. Non, elle n'a pas dû comprendre. Et toi, à aucun moment, tu t'es dit, attends, si on veut que je lui tienne la main à Caroline, c'est forcément parce qu'il m'a montré à Virginie. Oui, mais tu sais, c'est dans l'emballement des choses. Puis après, un moment, tu le fais. Voilà. Après, t'es là pour jouer. On joue. Et c'est comme ça que naît cette fameuse séquence de la vitre? Et c'est comme ça qu'il y a eu la fameuse séquence de la vitre. Et c'est pour ça que moi, on me voit, que je comprends pas ce qui se passe en fait, parce qu'elle sort une tirade, mais millimétrée quoi. Elle sort une tirade millimétrée. Et je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a plein de trucs comme ça. Tu auras d'autres trucs. Par exemple, il faut savoir que j'étais connu pour le mec qui pleurait. Mais soi-disant qui pleurait parce que je pensais encore à Caro, et trucs comme ça. C'est complètement faux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ma mère était gravement malade. Et j'étais le seul, il y a plusieurs trucs où j'étais le seul, j'étais le seul à avoir droit à appeler ma mère pour savoir comment ça se passait. Et il y a eu un moment où il y a un truc qui s'était mal passé. Je suis revenu, j'ai pleuré. Ils ont pris cette séquence-là et ils ont dit, Kevin, il pense à Caro, il est en train de pleurer, il est triste. Ça, tu t'en es rendu compte à la sortie? Bah oui. J'ai dit les enfants. Tu leur as dit? Hein? Tu leur as dit? Bien sûr que je leur ai dit. Bande d'enfants. Ah ouais. Non mais c'est Et vrai. encore, là, je suis gentil quand je dis bande d'enfants. J'ai une autre expression, mais... Tu leur as dit quoi? Ah non, vous avez tout fait enculer. Là, franchement, là, maintenant, c'est terminé. Je suis plus votre pion. Ah ouais, non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attendez, vous prenez mes pleurs pour ma mère, vous prenez ça pour Caro. Je dis, vous êtes malade ou quoi? Comment tu l'as pris, sincèrement? Je l'ai très mal pris. Très mal pris. Très mal pris. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Oui, mais tu sais, nous, on n'a pas compris ça comme ça, machin. Ils ont noyé le poisson. On n'a pas compris ça comme ça. Alors... Ils ont noyé le poisson ou ils ont joué au con? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Après, on est dans une grosse machine. On est obligé de faire... On sait qu'eux, ils veulent faire l'audimat. Et l'audimat, malheureusement, les téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est du clash. Quand tout se passe bien, ils ne regardent pas. Ce qu'ils veulent, c'est du clash. Tu utilises le terme pion. À quel moment tu t'as réalisé, à quel moment tu t'es dit, ah, en fait, je suis le pion d'une production qui veut faire des images? En fait, déjà dedans, mais je pensais maîtriser un peu le truc. Ouais. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait tous les montages. Ouais, mais c'était quoi tes red flags? Tu dis dedans, déjà, je me rendais compte de certaines choses. Ah, dedans, on se rend compte pour l'émission, quand ils donnent l'émission. Quand ils donnent des missions. Par exemple? L'émission, quand par exemple ils disent à Caro, oui, il faut que tu ailles voir ton Kevin et lui dire que finalement tu penses encore à lui. Elle a dit, mais attendez, c'est pas le cas. Pourquoi je ferais ça? Oui, mais bon, voilà, ça va faire un peu le jeu. Voilà, c'est un peu le genre de truc comme ça où. Après, Big Brother, c'est ça. Hein. Big Brother, on est là, on est comme des souris à l'intérieur d'un bocal, et puis ils regardent un peu comment que ça se passe, et puis ils mettent 2-3 trucs pour que les unes réagissent par rapport aux autres, et tout ça. Et il faut savoir que, tu disais les grosses têtes de Capucine Anave, mais il faut savoir qu'au début, comment on sait qu'une personne est connue à l'extérieur? D'accord? C'est très simple. Et populaire. Et populaire à l'extérieur. C'est très simple. On a des ITV à l'intérieur du jeu. Donc, à l'intérieur du jeu, c'est simple. Quand tu es appelé une dizaine de fois en ITV, donc c'est-à-dire dans le moment, tu sais, l'endroit où il y a le fauteuil avec le micro et tout ça, quand tu es appelé une dizaine de fois par jour, et que les autres, rien du tout. Donc, tu comprends que lui, on lui demande beaucoup de choses à lui. Donc, tu comprends que lui, il y a des trucs. Et quand arrive le prime, et que lors du prime, ça parle encore de moi, tu dis, ouais, ok, c'est lui. Donc après, à l'intérieur, il commence à se passer, lui, il se passe quelque chose avec lui. Donc où on se rapproche de moi par stratégie en disant, ouais, lui, il commence à être populaire à l'extérieur, on va se rapprocher de lui. Ou rentrer en conflit avec moi, parce qu'il faut savoir qu'ils mettent 22, il y a 22 candidats, je crois. 22 candidats, pour la plupart, c'est la chance de leur vie de faire quelque chose. À la base, je veux pas être méchant, mais à la base, si on prend... c'est des serveurs en boîte de nuit ou serveurs en restaurant ou même pas de travail, tu vois. Et c'est un peu leur chance de leur vie d'avoir une lumière sur eux et de faire quelque chose.
Et pour faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire du buzz. Tu aurais pu prédire, quand tu étais à l'intérieur de la Maison des Secrets, que Capucine Anave deviendrait celle qu'elle est devenue par la suite? Non, Serait chroniqueuse sur une émission comme Touche pas à mon poste des années après? non, non. Bon, après, moi, je regarde pas. Non, mais on peut sentir parfois l'énergie Voilà. d'une Moi, personne. ah oui, par contre, après, on peut sentir que les, comment dire, les intentions. Si c'est l'intention de vouloir percer, juste être populaire, ou de faire quelque chose de vrai. Nadège Lacroix, Thomas, tu savais par exemple qu'ils étaient très mis en avant pour que tu souffles? Nadège, pourtant je l'aimais bien Nadège quand elle est arrivée, mais elle a dit une fois une phrase qui m'a pas plu du tout, mais pas plu du tout. Elle a dit, moi à la sortie je me mélangerai pas au peuple. Je dis, mais tu t'es pris pour qui toi? T'es qui toi? Parce que tu as 2 caméras devant toi, tu crois que tu fais pas partie du peuple? Mais ça veut dire quoi? C'est péjoratif de faire partie du peuple? Et puis le peuple, c'est ceux qui vont te suivre après. C'est comme ça que tu les traites. Ah, j'allais te dire, le peuple, est-ce que c'était pas vous? Non, 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 c'est parlant des autres. Je lui dis, mais tu te prends pour qui? Et là, en fait, c'est là qu'il y a eu un gros... Je supporte pas qu'on méprise les gens. Je supporte pas ça. Et ça qu'on s'est pris vraiment la tête. Et après, il y a eu la guerre, bien sûr, avec Thomas. Pourtant, Thomas, on s'appréciait. Hein. Mais ils ont fait en sorte, comme ils ont vu qu'il y avait 2 coqs dans la maison, moi et lui, donc ils ont fait en sorte qu'on se confronte. C'était vraiment virulent entre vous? Ah oui, ouais, plusieurs fois, la prod a failli nous sortir. Vous êtes battus? Non, 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 bah non, interdit, puisque à partir du moment où tu lèves la main, tu as tous les gardes qui rentrent dans la maison et qui nous font sortir. Et on est virés tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Thomas. Il a levé la main, machin. Sur Nadège? Non, c'était quand il s'est fait virer, il a levé la main sur l'autre, comment ça s'appelle? Sur Audrey. Il était violent, Thomas? Non, 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 mais il avait des coups de sang. Après, c'est un Méditerranéen. Mais non, non, mais Thomas, il est cool, hein. Franchement, je me suis tapé des bons délires avec lui. Mais des fois, c'est un Méditerranéen, il monte. Et face à moi, je monte aussi. Donc. Et Nadège Lacroix, tu pouvais pressentir qu'elle allait gagner cette édition? Après coup, oui. À l'intérieur, je comprenais pas. À l'intérieur, je comprenais pas. Tu te voyais gagnant? La prod, on peut pas se cacher. La prod, elle m'a protégé quand même. J'étais un petit joyau pour eux. Pourquoi elle t'a protégé? Si vous regardez les émissions, comme par hasard, je devais être nominé. Comme par hasard, je ne le suis pas. Et ça, 3, 4, 5 fois de suite. Donc à un moment, j'étais protégé. Mais pourquoi? Parce que je faisais à l'intérieur, je faisais le taf. Mais comment une production, elle peut protéger un candidat qui est nommé par les autres? Simplement en faisant des missions, en disant que voilà, si tu fais ça, ou alors des missions secrètes qui fait que certains a un pouvoir, l'autre ne l'a pas, et puis que finalement ceux qui votent pour un tel, finalement ils votent contre l'autre. Finalement c'est pas pour, mais c'est contre. Bref, il y a plein de trucs qui fait que plein de petites astuces. Après, moi je trouve qu'il était flag au final. Quand tu regardes après, c'était flag. C'était flag. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette expérience? L'expérience en elle-même. Parce que pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. À chaque fois, il y a un truc à en tirer. Et aujourd'hui, ça m'a permis quand même de voir des choses que j'ai jamais vues, que je pensais même pas possible. Déjà, appartenir à une famille. Si on prend tous les Secret Story, je sais pas, il y en a 10, 11. 11 ou 12, oui. Voilà, tu mets 20 candidats, 22 candidats, il n'y a que 220 personnes qui ont fait ça. Et la plupart, bon après, il y a... Voilà, ceux qui sont un peu connus, populaires, on va dire, on se connaît, voilà, on se connaît. Mais donc déjà, ça, c'est sympa. Et moi, alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Juste le fait d'avoir fait de la télé, à l'extérieur, j'avais interdiction. En fait, la production m'a mis des gardes du corps tout de suite quand je suis sorti. Et effectivement, j'ai compris, je ne pouvais plus me balader dans la rue, c'était impressionnant. C'était des émeutes. Des émeutes. Et moi, je comprenais pas, parce que moi, je reste simple dans ma tête. Je reste humble. Et je dis, mais j'ai rien fait, je suis juste passé à la télé. Bah oui, à ta sortie, tu as dit, pour l'instant, la vie réelle n'existe plus pour moi. On m'arrête dans la rue, on veut me prendre en photo. Ouais. Mais encore maintenant, moi, tu vois, j'étais avec ma femme tout à l'heure, machin, ma future femme, on me reconnaît encore, maintenant, 13 ans après. On me reconnaît encore. Pourquoi par la suite tu participes pas aux anges, les anges de la télé-réalité? Alors, simplement parce que moi, moi, je fais du business. Du vrai business. Du vrai business. C'était pas du vrai business pour toi? Mais non, c'est pas du vrai business. Puis moi, puis même, moi, je suis un homme d'affaires. Je suis pas. Ce truc-là, ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc.
Qu'est-ce qui t'intéressait pas? Parce que tu avais une première expérience peut-être qui t'avait plu. Ouais, mais ça m'intéressait pas. C'est pas... Et tu as dû voir les autres C'était pas moi. s'enchaîner dans toutes ces émissions. En fait, malheureusement, il faut, et on le voit après d'ailleurs, ils sont devenus des professionnels de télé-réalité. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il faut faire pour se faire remarquer, tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis authentique. Je suis comme je suis. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, tant pis. Et quand je vois à qui ça plaît pas, je me dis tant mieux. Tant mieux que je leur plaît pas. Mais je pars du principe que je ne veux pas jouer de rôle. Ou tu es un personnage à toi seul, et à toi seul, tu arrives à tirer les regards. Mais s'il faut surjouer, dans la finalité, quand tu te regardes dans la glace, ou quand tu es là, il arrive un moment, et je pense que c'est ça aussi pourquoi il y en a beaucoup qui peut être dans la dépression, ou qui tombent dans la drogue, ou je sais pas trop quoi. Parce qu'il arrive un moment, c'est pas toi qu'ils aiment, c'est le costume que tu mets. C'est plus la même chose. Comment t'expliques que le retour de Secret Story sur TF1, TFX, des années après des années d'absence, la mayonnaise n'est pas pris? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les secrets sont mythos. Et je veux dire, là, de ce que j'ai entendu, les retours que j'ai eus, parce que quand ils ont repassé la dernière saison, ils ont repassé nos saisons. Et je sais qu'ils ont repassé ma saison, et la saison 6. Et tout le monde disait, mais putain, vous étiez vrai. Vous étiez vrai, vous. Eux, c'est des influenceurs qui sont déjà connus, machin. En fait, ils essayent de prendre simplement les communautés de chacun des trucs pour faire monter la sauce. Nous, on était des vrais. On était des inconnus. On était des inconnus avec des vrais secrets dans une boîte, et la sauce prenait. Au moment où tu participes à Secret Story 6, Kevin, est-ce que tu souffrais de tes addictions médicamenteuses, aux substances illicites rien ou du pas? tout, tu rigoles ou quoi? Il n'y avait rien du tout. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Parce que tu as écrit en dessous d'une photo de la préface de ton livre dont on va parler. Mais c'est ce qui s'est passé en 2024. Attends, tu vas m'expliquer. Tu as mis une photo de toi, très barbu, et tu marques un visage marqué par la souffrance. Tu peux dire un SDF, une tête de SDF. Tu marques un visage marqué par la souffrance, un regard qui a traversé les flammes de l'enfer. Ce jour-là, j'ai décidé de tout arrêter. Cachet, drogue, anesthésie de l'âme. C'est ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Il y a eu le décès de mon père. Et c'est le dernier vivant. D'accord ? Et moi, mon père était très important pour moi. Donc il y a eu ça. 2 mois après, j'ai dû quitter mon ex, enfin pas Caroline, hein. J'ai dû quitter mon ex que j'aimais. J'ai dû la quitter. C'était simple, c'était où j'acceptais qu'elle ne me respecte pas sur certains mots, où je me respectais moi-même et je partais. Donc j'ai pris mes valises et je suis parti. Donc 2 coups très durs. 3, il faut savoir que je suis propriétaire d'un... J'ai perdu ma voix, ça y est. Mais non, mais ça doit être... Non, c'est bon. J'ai perdu... Ouais, c'est parce que c'est quand même... Ouais, ben c'est parce que ça te prend justement à la gorge au trip. Bien sûr. Il faut savoir que je suis propriétaire, j'ai inventé quelque chose et j'ai un brevet monde sur quelque chose qui est en rapport avec les trottinettes. Donc j'ai un brevet monde. Si tu vas sur Google Patent, tu tapes mon nom, tu verras brevet monde, France, Europe, monde. J'ai un brevet monde. Et donc à ce moment-là, j'étais en train d'essayer de le développer. Et donc je rencontre quelqu'un et je vais pitcher dans un pays. Le pays dit ouais, c'est top, ton idée elle est top. Et donc c'est bon, on est d'accord. Et la personne qui m'a présenté ce gouvernement-là a fait tout un montage pour me voler mon brevet. Un brevet, il faut savoir que c'est minimum 3 ans de travail. Beaucoup d'argent investi sans être sûr d'avoir des résultats derrière. Donc je fais ça et derrière elle essaie de me le voler. Donc décès de mon père, je me sépare de quelqu'un que j'ai aimé et on essaie de me voler 3 ans de 3 ans et demi de fruits d'un travail où vraiment c'est beaucoup de stress. Parce que, on ne sait pas si on va l'avoir, le brevet. Parce que c'est pas sûr, hein. On fait les instructions, il y a les ingénieurs qui bossent dessus, tout ça. On ne sait pas si on va l'avoir. C'est beaucoup d'argent qui sort, sans être sûr derrière machin. Après, moi, rien à voir, ça ne me dérange pas. Pour moi, l'argent, c'est vraiment pas important. Et dans un projet, pour moi, c'est le projet qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait un projet. Donc, partant de là, je l'ai fait. J'ai été au bout. Mais quand j'arrive au bout et que j'ai le brevet, qu'on essaye de me le voler derrière, ça faisait 3 coups. Ça faisait 3 coups d'affilée. Bref. Et à ce moment-là, effectivement,
j'ai commencé à prendre des cachets parce que j'étais pas bien. Tu prenais quoi? Antidépresseurs. Oui. Voilà. Donc antidépresseurs, ensuite anxiolytiques, neuroleptiques, morphine. Bref, j'ai pris la totale. En fait, je voulais m'anesthésier le cerveau. Voilà. J'ai anesthésie de l'âme, mais je voulais m'anesthésier. Tu mélangeais ça avec des substances illicites, avec de la... Ah oui, bien sûr. Tu prenais quoi? C'est, tout simplement. De la cocaïne? Ouais. Ben, c'est là que je n'ai... Et tu faisais le combo médicament-cocaïne? Exactement. Et ça crée quoi? Ben, ça crée une anesthésie du cerveau. C'est-à-dire, le but, c'était quoi? C'était d'être amorphe, de plus rien ressentir? C'est ça. C'est ça. C'est de l'autodestruction aussi? Bah, bien sûr, c'est de l'autodestruction. On ne fait pas ça pour se construire, hein. On ne fait pas ça pour aller mieux. Mais même prendre un antidépresseur, je conseille à personne de prendre un antidépresseur. On ne fait pas ça pour aller mieux. Pendant combien de temps tu as eu ce combo médicamenteux? Ça a été pendant allez, 3 mois et demi. Pendant 3 mois et demi. Comment tu t'en sors? C'est simple. 27 février 2024, 13h38. La veille, j'ai un ami qui passe, qui me voit, qui me dit « Kevin, là, tu vas avoir le plus grand combat de ta vie à mener, toi contre toi-même. Et tu sais que tu es très, très fort. Donc, il va falloir que tu sois très, très, très fort. » Et ça a fait un tour dans ma tête. Et j'ai dit « Ok, j'arrête tout. » Et j'ai tout arrêté. Et depuis... Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. J'ai tout arrêté. Donc, donc voilà. Et donc... et à partir de ce moment-là, je me suis entièrement reconstruit. Entièrement. À quel moment tu fais ton énorme tatouage de tigre dans le dos? Ça, c'était bien avant. Ça. Ah, bien avant. Parce que tu le mets en avant aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, je me demandais s'il y avait une signification. C'est la force. Mais c'est mon animal totem. Ça veut dire quoi, animal totem? Animal totem, c'est je me sens proche de cet animal. C'est comme si on était connecté. Dans le sens, la force tranquille, on est calme, on le voit, on a envie de le prendre dans ses bras, mais on sait qu'il ne faut pas trop le toucher. Puis sur les réseaux sociaux, alors on parlait de Secret Story tout à l'heure, mais plus de 10 ans après, ta vie, même professionnelle, elle a complètement changé. C'est ça. Ce que tu communiques aussi sur les réseaux sociaux a complètement changé, parce que tu parles beaucoup de ton mindset. Voilà, tu communiques sur le mindset. Qu'est-ce que c'est le mindset? La motivation. C'est un mot qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est très simple. C'est pas que je parle de ce que... En fait, je parle de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui montre par l'exemple. Même quand j'étais patron, je montrais, regardez, moi, j'arrive à le faire. Donc, vous pouvez, faites comme ça. Et là, en fait, c'est la même chose. Je dis, regardez, je suis parti de rien, avec rien, et j'ai réussi à me relever en 1 an. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand je décide de tout arrêter, avec rien, j'arrive à me remettre physiquement, j'arrive à me reconstruire, j'arrive à faire des œuvres caritatives, parce que je fais beaucoup de caritatif. Je fais du caritatif, j'écris un livre, je voyage, et j'en viens même à me marier maintenant. En 1 an. Et une carrière professionnelle, puisqu'aujourd'hui, sur les réseaux, ça marche très très fort pour moi. Pourquoi? En 1 an. Pourquoi Renaissance, Kevin? En plus, tu le marques, c'est la phrase que tu écris sur la première de couverture, faire renaître l'essence et le sens de sa vie. Voilà. Simplement parce que c'est un peu ce que j'ai vécu, une renaissance. C'est-à-dire que j'ai fait une table rase de mon passé et maintenant je vois la vie complètement autrement. Et renaissance, faire renaître l'essence, faire renaître l'intérieur, la flamme intérieure. Et c'est un peu ce que je fais sur les réseaux. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai appelé ça de la dark motivation. La dark motivation. C'est quoi la dark motivation? Alors ça, mon livre, il est gentil. Ça parle du dépassement de soi, de la peur de l'inconnu, les énergies, le couple, la femme. Voilà, ça parle de tout ça. Et ma future femme me dit, mais Kevin, assume ton côté sombre, ton côté guerrier, assume-le. Ok, je vais écrire des trucs. J'en mets 1, 2, 3. Et sur les réseaux, ça pète tout de suite. Et j'ai décidé de faire ça. Et j'ai fait une série de 68 shorts. Et là, chaque post que je mets, ça fait le million à chaque fois. Oui, en plus, il y a des phrases, il y a des expressions, il y a des mots qui sont mis en gras, comme toute action est plus productive que l'inaction. Exactement. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, exactement. Même si c'est pas bon, au moins tu es dans l'action. Au moins tu es dans l'action. Rien faire. De toute façon, rester rien faire, c'est reculer. Pourquoi? Parce que le monde avance. Donc si tu fais rien, si le monde avance, forcément tu recules. Dire la vérité, c'est se libérer. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Alors attention, il y a les alors ça c'est plutôt le mensonge. Il y a le mensonge social. Pourquoi?
C'est-à-dire que le matin, quand tu es en train de prendre ton café au travail, et que tu as Ginette qui vient, et que tu n'as pas envie de lui parler, si tu dis, vas-y Ginette, me fais pas chier, j'ai pas envie de parler, ça va créer une tension. Donc tu dis rien. Voilà, ça c'est le mensonge social. Après, par contre, moi je pars du principe qu'il faut toujours dire la vérité. Pourquoi? D'ailleurs, c'est une phrase qui est là. Je préfère manquer de respect je préfère dire la vérité à la personne que manquer de respect par un mensonge. C'est aussi simple que ça. Parce qu'au moins, si la personne, tu lui mens, et de toute façon, la vérité, elle est toujours découverte à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, en plus, tu lui as manqué de respect. Droit dans les yeux, tu lui as menti. Donc ça fait le double effet qui se coule. C'est-à-dire que tu as la partie où tu lui as menti, donc il est très déçu sur ça, sur le mensonge en lui-même. Et le deux, c'est de savoir que tu as été capable de lui mentir droit dans les yeux. Donc pour moi, dire la vérité, c'est très important. Ensuite, après, moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, je préfère me battre et me défendre sur une connerie que j'ai pu faire que essayer de... Voilà. De la contourner. Après, le principe de base, c'est quoi? Bah, fais pas de conneries. Et tu n'auras pas besoin de mentir. Et moi, les histoires de... Oui, je te dis quelque chose, mais je te préviens, tu le dis pas. Ne me dis pas. Ça m'intéresse pas. Ah oui, t'aimes pas les trucs comme ça? Non, non. C'est ou t'assumes ou pas. Point. Le reste, je m'en fous. Oui, c'est du gossip. Ouais, voilà. Concernant l'amour, t'écris « Message à celui qui a conquis mon cœur ». Ouais. Tu parles de ta future? Non, à ce moment-là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, même quelques jours avant de rencontrer ma future femme, pour moi, c'était terminé les relations. Être en couple, pour moi, c'était terminé. Surtout avec la vie que je menais. J'étais tout le temps en voyage, j'étais sur les réseaux. Et puis, c'était toujours le même schéma qui se faisait. Je me dis, ouais, bah, c'est terminé. Tu mets un trait sur une relation de couple. Et c'est au moment où je dis ça, où il se passe un truc qui est irréel, qui est inhumain, qui n'est pas humain. Si on me dit, mais comment c'est possible? Je dis, ouais, c'est inhumain, je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est la cousine de ta première femme? Non, c'est pas la cousine de ma première femme. Mais effectivement, elle est un peu de la famille. Mais alors c'est qui? C'est Élodie qui est là. Oui, mais par rapport à ta première femme, Caroline. En fait, Caroline a un beau-père. Et le frère du beau-père, c'est sa fille. D'accord. Ah oui, ça reste dans le cercle, mais c'était pas prévu. Proche. C'était pas prévu, ça s'est pas calculé. Ça a été une rencontre qui a été vraiment par pur hasard. Mais en fait, il s'est passé une connexion avec la personne qui s'explique pas avec des mots de gens, quoi. C'est pas possible. Et c'est marrant, donc tu ne l'as pas rencontré ta future à ce moment-là. Et dans ton livre, tu écris « Si tu lis ces mots, sache qu'il y a plusieurs choses importantes à connaître sur moi et sur ma manière d'aimer. » Ouais. Ça veut dire quoi? Ben, moi, quand j'aime, je suis entier. Je suis à 100%. Je fais pas de... Moi, je fais tout de suite confiance. C'est quoi toutes ces histoires-là, là? Oui, alors, il faut pas tout de suite dire que je t'aime. Oui, il faut pas... D'abord, il faut savoir prendre un peu de distance. C'est quoi tous ces trucs-là? C'est quoi ce monde moderne, là, où les gens, ils s'empêchent d'aimer tout de suite? C'est beau, l'amour. C'est le plus beau truc qui existe. Pourquoi ils veulent mettre des interactions? Tu vois ce que je veux dire? Dire oui, quand on rencontre quelqu'un, il faut pas tout se dévoiler, et puis lui, il doit payer en premier, et puis ils se mettent plein de conditions. Mais l'amour, ça se réfléchit pas. L'amour, c'est le cœur, c'est pas la tête. Et moi, je me souviens, chose qui est jamais arrivée, puisque de base, je dis pas je t'aime. Je crois que je lui ai dit je t'aime au bout de 2-3 heures. Ah oui. Mais il s'est passé, quand on s'est vu, limite, on était en transe. C'est qu'est-ce qui vient de se passer, là? Mais c'est pour ça qu'au moment où on tourne, vous allez vous marier dans 3 jours, alors que ça fait 2 mois que vous êtes ensemble. C'est ça. C'est ça. Et c'est pas qu'on veut se marier, c'est qu'en fait, on ne se voit pas marier. On ne se voit pas marier. Tout simplement. Et c'est même pas se marier pour la vie, c'est se marier pour l'éternité. Ah, ça, tu peux pas le savoir à l'avance. Il y a des choses qu'on sait, des fois, on le sent, c'est comme ça. Donc tu sens que c'est pour toujours. C'est au-delà de notre vie humaine. Ça ira même au-delà. Au-delà donc de la vie terrestre. Exactement. Alors j'aimerais que tu m'expliques la vidéo suivante qu'on va regarder, Kevin. J'ai pas tout compris. J'ai cru comprendre que tu avais été exfiltré, mais j'ai pas compris pourquoi. Ouais, c'est une histoire incroyable. Au Congo, regardez. Voilà, c'est le moment. On bouge, on va m'exfiltrer. Donc c'est maintenant que tout va se jouer. Mais ça va bien se passer. Et je vous appellerai tout à l'heure
de l'hôtel, parce que je vais dans un hôtel international qui est gardé par l'armée. Et voilà, donc j'espère que je vous ferai une belle vidéo après avec un grand smile et en sécurité. C'est comme ça que je vais sortir. Tu t'es retrouvé au cœur de la guerre entre le Congo et le Rwanda, Alors en c'est ça? fait, je vais au Congo, à la base, pour faire de l'humanitaire et puis d'autres choses qui étaient en route. Je vais là-bas et le Congo se fait attaquer. Se fait attaquer et dans les armées étrangères qui aidaient le Rwanda, il y avait l'armée française. Et donc moi, j'étais logé là-bas chez une personne qui était connue. J'étais logé là-bas et il m'a dit non, on ne veut plus chez lui, on prend des risques. Parce que j'étais déjà un peu sur les réseaux et on savait un peu qui j'étais. Donc, le jour-là, donc au moment où il dit ça, la personne que le gouvernement a mandatée pour s'occuper de moi me dit écoute, Kevin, tu viens dormir chez moi. Je vais dormir chez lui. Je vais chez lui. Je dors chez lui. Le lendemain matin, je dis écoute, ramène-moi là. J'ai besoin de mes affaires, je veux prendre une douche, ramène-moi. Il dit mais Kevin, les rues sont bloquées, dehors c'est la guerre. Je dis arrête, c'est bon, ramène-moi. Il dit non mais on peut pas. Ramène-moi, c'est bon. Je lui dis on prendra une moto ou un truc comme ça. On sort, on marche, je fais 50 mètres. Il y a un de ses amis qui arrive comme ça, qui dit « Maurice, ne laisse pas sortir, ne laisse pas sortir !» Il se retourne, il me regarde, et il y a un groupe, à peu près d'une dizaine de personnes, qui commencent à courir vers moi. Et là, il me dit « Kevin, cours, rentre !» Je cours, je rentre. Sauf qu'ils avaient vu où j'étais, où je suis rentré. Là où je suis rentré, c'était une entrée où derrière, il y avait 2 immeubles et 2 maisons. Donc, ils ne savaient pas où j'étais à l'intérieur. Voilà. Mais ils se sont postés devant. Donc au début, c'était 10, après, il y en avait 15, 17. Et alors, sur les réseaux, je ne l'ai pas mis ça, parce que je n'ai pas voulu allumer la flamme. Mais ma femme, elle a vu ça. Elle a vraiment dit, j'étais à 30 mètres de la mort. Clairement. C'était vraiment très chaud. Ils ont négocié en disant, faites-le sortir, faites-le sortir, faites-le sortir, faites-le sortir. Et bien sûr, ils savaient très bien que si je sortais, ils allaient m'attraper. Et moi, je recevais des messages. C'est quand je n'ai pas mon téléphone sur moi, je recevais des messages. Kevin, fais très attention, ils veulent tuer du blanc. On m'envoie ça. Kevin, fais attention, ils veulent tuer du blanc. Et moi, je filme les mecs avec les trucs qui sont devant, qui veulent m'attraper. Je fais putain, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à faire venir un autre gars qui s'appelle Kevin d'ailleurs. Il arrive à faire venir 8 personnes. Il en poste 4 devant et 4 avec moi pour me protéger. Et à la fin, les personnes qui sont devant commencent à dire écoute, faites-le sortir, sinon on rentre et on démonte tout jusqu'à ce qu'on le trouve. Ils viennent me voir, je fais écoute, ça va être simple. Tu vas dire ok, il sort. Bien sûr, ils ne vont pas vous croire quand il va dire ça. Tu vas rajouter une phrase, bon ça après c'est de côté, je sais très bien comment un peu manipuler le truc. Tu dis par contre, il exige une chose, vous l'écoutez jusqu'au bout. Après, vous faites ce que vous voulez, mais il veut que vous l'écoutiez jusqu'au bout. Je dis, par contre, quand vous allez faire ça, moi, je vais sortir par derrière. Et vous allez me récupérer après. Donc, en fait, c'est ce moment-là où, en fait, ils y ont été. Ils ont dit, écoutez, il veut bien vous parler, il veut bien sortir, mais il a une exigence. C'est que vous l'écoutez aller jusqu'au bout. Et pendant qu'ils disaient ça, moi, je me suis barré par derrière. Ensuite, on m'a récupéré avec une voiture. Alors, c'était pas que ça qui était compliqué. Il y avait le chemin, parce que les routes étaient bloquées. Il y avait le chemin, et il y avait un barrage devant l'hôtel international. Il y avait un barrage devant. Il filtrait, parce qu'en fait, c'était l'hôtel où se réfugiaient tous les étrangers. Donc, il filtrait. Donc, on s'est dit, ouais, on sort de là, mais après, il y a la route, et puis après, le truc. Par chance, la route s'est très bien passée, l'hôtel s'est très bien passé. Donc, je suis arrivé à l'hôtel, et c'était bon. Je suis resté dans l'hôtel, et voilà. Mais je n'ai pas posté. Attention, beaucoup me disent, il y en a à un moment, il y en a qui disaient, ouais, c'est du mytho, c'est napin. Bon, moi, je réponds même pas, je réponds même pas. Est-ce que c'est pour cette raison, Kevin, que tu prépares une grosse campagne de dons pour les victimes de la guerre au Congo? Alors là, non, c'est plutôt... Alors, il se trouve qu'après ça, comme il y a eu ça, derrière, il y a un grand chanteur
MC Azaz, là-bas, qui m'a dit, écoute Kevin, je fais un clip pour la paix. Pour la paix. Et c'est pour ça que vous me voyez dans un des clips, pour la paix, je suis avec une pancarte, je suis le seul, entre guillemets, blanc, je suis le seul blanc, machin, et j'ai la pancarte, la paix au Congo. Voilà. Parce que moi, je veux la paix. Parce que la guerre, c'est quoi? C'est des milliers de personnes qui ne se connaissent pas, qui s'entretuent, pour 2 personnes qui se connaissent et qui se serrent la main. La réalité de ce qui se passe de la guerre, tout le monde le sait. Ils veulent ce qui est dans les terres. C'est aussi simple que ça. Ils veulent ce qui est dans les terres. Voilà. Donc, avec ta future femme, vous partagez d'ailleurs le même intérêt pour l'engagement humanitaire. Vous allez devenir, je crois, ambassadeur d'une ONG. C'est ça. On est ambassadeur. Ah, vous êtes laquelle? On a été enregistré Visaco. ONG okay. Visaco. Et on a été enregistré, alors c'est un vrai titre d'ambassadeur, alors c'est un titre d'ambassadeur honorifique, puisque le titre ambassadeur lui-même, c'est quand tu représentes un pays. Mais quand tu représentes une marque ou une ONG, c'est ambassadeur honorifique. Donc elle est ambassadrice, je suis ambassadeur. Et donc ça a été enregistré chez Notaire il y a pas longtemps, je crois, il y a 2 semaines. Et en fait, pour pouvoir faire un appel aux dons, des choses comme ça, il faut qu'on soit officiellement enregistré comme ambassadeur pour être officiellement avoir le droit de collecter et pour aller donner. Et donc, pour notre lune de miel, et elle est exactement comme moi, on est dans l'humanitaire parce que je pense qu'il faut nourrir son âme. Et partant de là, donc le lendemain de notre mariage, on part au Congo et on va aider en donnant de la nourriture, des habits et surtout de la force. C'est marrant ça, comment tu as développé cette fibre? Tu vois, tu me racontais en introduction ton parcours en banque, dans le conseil patrimonial, ouais. Le trading, etc. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je vais même plus loin que ça. Avant, j'avais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai rien. J'ai rien. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je te verrais ça. Mais comme quoi, et je suis fier de le dire. Parce que même sans rien, si tu as un bon projet, tu peux faire plein de choses. Il suffit d'avoir un bon projet et d'y croire. Croire en soi. Avant de vouloir croire en ton projet, crois en toi déjà. Et fais en sorte d'être apte à faire ce projet. Moi, c'est ma philosophie. Et c'est un peu ce que je dis dans mes vidéos, c'est nourris ton âme, pas tes peurs. Nourris ton corps, pas tes envies. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est un peu ma philosophie. Ma femme est exactement pareil. Donc nourris ton corps, mange ce qu'il faut pour que ce soit bon pour ton corps. Exactement. Et non pas, par tes exemple, envies. Un McDo exactement. ou je comprends pas coupe comment de les glace gens... avec du caramel plein de sucre. Non, exactement. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Si vous vous rendez pas compte que là, tout ce qui est... ça peut même aller plus loin que ça. Parce que les envies, ça fait du bien tout. aussi. Mais bien sûr, de temps en temps. Mais attention, je suis le premier à me prendre un petit paquet de bonbons. Hein. Pas s'emballer non plus. Je suis pas... voilà. Mais par exemple, je bois pas d'alcool, par exemple. Je bois que de l'eau. Bon, après, j'ai jamais trop bu d'alcool. Ça n'a jamais été trop mon délire. Mais ouais, je bois que de l'eau. Mais l'eau, enfin, je veux dire, moi, dans le livre 2, parce que j'ai déjà écrit le livre 2, j'explique un fait tout simple. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de vous laver avec du coca ou avec de l'alcool? Non, vous lavez avec de l'eau. Et bien, faites la même chose avec l'intérieur de votre corps. Vous prenez du temps et de l'argent pour entretenir vos voitures ou votre maison, mais vous ne le faites pas pour ce que vous avez du début à la fin. Entretenez-vous, faites du sport, cultivez-vous, apprenez, formez-vous. C'est vous, c'est votre corps. Le matériel, c'est rien. Ça part, ça vient, voilà. C'est pas ça qui rend heureux. Il faut les bases. Si tu es heureux sans rien, imagine plus tard. Imagine plus tard. Si tu es heureux sans rien, c'est la base. Nous, on se marie, on n'a rien. Mais on a le principal, l'amour. Donc on a tout. Et on est entouré de gens qui comprennent ça. Et ben on va finir là-dessus parce que c'est une jolie conclusion. Merci Kevin pour cette interview. On te retrouve au travers de ton ouvrage qui s'appelle Renaissance, faire renaître l'essence et le sens de sa vie. Elle t'a plu ma dédicace? Ah oui, j'aime beaucoup. ouais. Mais je la garde pour moi. Ok. Ah, c'est perso. C'est perso. Ouais, elle est perso, oui, celle-là. Ah bah ouais. Mais j'espérais juste avoir tapé dans le mille. En plus, moi, sache que les livres qu'on m'offre, qu'on m'apporte en interview, je les garde tous. C'est vrai? Tous. Et je pense que je les garderai, j'en suis sûr, jusqu'à ma mort. Tout est un souvenir pour moi. Je suis très attaché aux souvenirs. Ouais. Voilà, bon, c'est comme ça, chacun son truc. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Kevin Meneker. Emeneker, pardon. Ta chaîne YouTube, c'est Kevin Emeneker. Et ton compte TikTok, c'est kevin.emeneker. C'est ça. C'est de quelle origine? Emeneker, c'est alsacien.
Ah, alsacien. Alsacien. T'es né où? Et pourtant- À Schietigheim? Non, alors, et pourtant, c'est très mélangé. Ma mère est née en Tunisie, donc j'ai une culture pied noir. Et mon père a côté ma grand-mère italien, et l'autre côté un peu alsacien-allemand. Eh ben merci, Kevin, pour cet échange. C'est moi. Vous avez vu, Très agréable. De Secret Story à l'écriture d'un ouvrage, il n'y a qu'un pas. Nous on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous, c'est important, et de vos proches. Bye bye.